je vous propose de suivre une ligne qui pourrait être, par exemple, celle-là. Qui commence ici, vous voyez. Une ligne horizontale qui va traverser toute la partition, puisqu'il s'agit d'une partition de Cornelius Cardew, autrement appelé traité, treatise, qui est une partition assez célèbre au milieu de l'improvisation et de l'improvisation libre tout particulièrement. Et vous remarquez qu'il arrive à cette ligne que l'on peut suivre sur l'intégralité de cette partition, qu'il arrive à cette ligne beaucoup de choses. Elle traverse toutes sortes d'autres lignes, mais aussi des figures, sans jamais se départir de sa linéarité. Donc on pourrait suivre cette ligne. Et d'ailleurs, Cornelius Cardew nous incite à la suivre, puisque c'est une partition graphique qui est présentée sans mode d'emploi. C'est une partition sans code, sans chiffre. Non pas qu'elle soit indéchiffrable, elle demande simplement aux musiciens, elle leur demande de déterminer leurs propres chiffres, leur propre code, la manière dont ils la déchiffreront. C'est une partition qui se déroule sur 160 pages, je crois. Et elle a été composée par Cardew dans les années 60, pendant plusieurs années, à l'époque où il était aussi graphiste, puisque Cardew était un très grand musicien, compositeur. Il travaillait avec Karl-Heinz Stockhausen à Cologne, avant d'écrire quelques années plus tard un pamphlet contre Stockhausen, qu'il qualifie d'impérialiste. Donc, disons que Cardew est un gauchiste et de gauche, dans un sens qui serait presque un sens deleuzien ou foucaldien. Il est de gauche, il a toujours été de gauche, il a toujours beaucoup milité, beaucoup travaillé à regrouper, unifier des groupes, des résistants, des syndicats, des collectifs politiques. Il a composé, il a fondé le Scratch Orchestra, qui est un orchestre d'improvisation libre, et il a écrit pour des musiciens, pour son orchestre, cette partition, et puis une autre qui est une partition verbale, qui s'appelle The Great Learning, qui est une mise en verbe et en indication, en instruction sonore de certaines phrases de Confucius. Alors, tout ceci est un exergue, si vous voulez, ou un envoi. Ce que je dirai ensuite. Donc on peut suivre cette ligne, et effectivement Cardew nous incite à la suivre. Et l'usage qu'il fait ici donc de ses connaissances graphiques, de son métier de graphiste, est particulièrement intéressant, puisque vous voyez qu'il déforme en fait, hein, il déforme les polices, on peut le voir ici, il déforme les fontes, il déforme le fond graphique pour produire un système que on pourrait appeler un système multilinéaire. Non pas un système ponctuel, mais un système multilinéaire. Là, je fais référence un peu en avance à cette distinction qu'on trouve dans Platon entre le système ponctuel et le système linéaire ou multilinéaire. Donc là, il s'agit vraiment d'un système multilinéaire où les tropes graphiques sont déformés par la multilinéarité et par les devenir des lignes qu'il s'agit de suivre. Alors, pas toutes, au moins une, sans doute. Si l'on veut, bien sûr, non plus seulement lire la ligne, mais la jouer. Et je dirais qu'il y aurait trois parties dans cette affaire. Il y aurait une première partie où l'on essaierait de lire la ligne, de suivre la ligne en la lisant, en l'interprétant. Et puis
Ensuite viendrait un deuxième mouvement où il s'agirait de tracer la ligne, de prendre un pinceau, un stylo, et de la tracer, effectivement. Ce qui est très différent. On ne trace pas comme on lit. Et il y aurait un troisième temps, un troisième mouvement où on jouerait la ligne. Et là encore, c'est tout autre chose que de la tracer et tout autre chose que de la déchiffrer ou de la lire. Donc je vais suspendre un peu l'intermède, l'exergue du traité de Cardiou, qui est aujourd'hui un des grands lieux. Cette partition elle-même est un des grands lieux d'improvisation libre. Elle est sans cesse rejouée, cette partition. On la rejoue sans cesse. Et n'importe qui peut la jouer, puisque non seulement elle n'a pas d'emploi, mais elle n'a pas d'instrumentarium. Aucun instrument n'est indiqué. On pourrait presque la chanter, on pourrait la danser éventuellement. On pourrait la jouer en tapant dans ses mains, en sifflant, en reniflant, en se frottant sur le sol, sur une chaise, sur quelqu'un. On pourrait la jouer avec un moteur de voiture, avec une bicyclette. Bon. Après Cardiou et avant Cardiou, donc, entre deux Cardiou, ou plutôt entre Cardiou et Cage, ou entre Cage et Cardiou, je vais essayer de faire un peu de philosophie et de arpenter à nouveau, de refaire une deuxième fois le trajet qu'a fait hier Gianni, qui m'a expliqué assez rapidement hier, entre deux sushis, ce dont il avait parlé. Et il m'a dit qu'il était revenu à Kant, qu'il était reparti de Kant, pour montrer que les intuitions kantiennes, aussi fertiles fussent-elles, ne permettaient pas de penser le rapport entre intuition et entendement, géométrie et sensibilité, avec seule l'invention des langues formulaires, des logiques formulaires de Boole, Frege, permettait de penser ce rapport intime entre géométrie et sensibilité. N'est-ce pas ce qu'il vous a à peu près dit hier? Donc je vais revenir à Kant pour essayer de dire autre chose à partir de Kant. Donc je suis désolé de repartir de Kant. On se demande pourquoi il faut nécessaire de repartir de Kant. En fait, on verra pourquoi il est important de repartir de Kant. Et notamment parce qu'il y a chez Kant, dans la critique de la raison pure et dans la critique du jugement, dans la troisième critique, des passages, des mots tout à fait importants pour notre sujet. Alors, donc je vais faire les choses de manière un peu didactique. Donc la ligne est une ligne qu'on va déchiffrer pas à pas, en repartant au début du traité. Parce qu'en fait, pendant les nombreuses heures au cours desquelles cette conférence va durer, eh bien, je ne ferai que suivre la ligne en fait, du traité de Cardiou. Donc je ne vais pas évidemment vous montrer où j'en suis à la partition, mais sachez que c'est cette ligne-là que je suis, et qu'à la fin, voilà, à la fin, il se passera ça. Vous voyez, exactement ça. Après quoi, il y aura un long moment de silence. Alors, donc, il faut commencer peut-être par dire que dans l'intuition, bien sûr, dans l'intuition, il y va d'une connaissance. L'intuition entretient un rapport, instruit un rapport avec une connaissance, par elle, avec elle, on connaît. On nous dit qu'avec elle, par elle, on connaît directement. Que par l'intuition, dans l'intuition, ce qui est connu se donne tout entier. Tout entier, certes, mais toujours au prix d'un certain vague. Alors, pas toujours au prix d'un certain vague. Chez Husserl, par exemple, dans les grands écrits fondateurs de la phénoménologie husserlienne, eh bien, ce qui se donne dans l'intuition se donne en chair et en os, en personne, complètement, sans ombre. Comme si d'un regard vous pouviez saisir absolument.
Le problème est que, chez Husserl, on ne peut saisir absolument et en chair et en os que ce qui est donné par la conscience, dans l'étoffe de la conscience. Autrement dit, ce qui se donne absolument, ce qui se donne en chair et en os, ce n'est pas l'objet extérieur, hein, l'objet du monde, c'est l'objet du monde tel qu'il est vu par la conscience. C'est donc ce que Husserl appelle le vécu de conscience. Là, je vois absolument en chair et en os, complètement sans ombre, mon vécu de conscience, mon vécu de cette chaise, mon vécu de cette voiture, mon vécu de cette personne. En tant que je le vis dans ma conscience, il se donne à moi entièrement et sans ombre. Autrement, il se donne par esquisse. Le mot esquisse, c'est un peu intéressant. Et donc, par esquisse, le monde se donne. Le monde extérieur ne se donne que par esquisse. Il faut tourner autour de la table pour avoir une vue complète de la table, et je n'aurai jamais une vue complète, unifiée, simultanée de la table. Je n'aurai jamais de vue intuitive de la table. Je n'aurai qu'une vue indéfiniment partielle de la table. Pour avoir une vue complète de quelque chose, il faut que je vois ce qui est dans ma conscience, que je tourne le regard vers ce que je vis dans ma conscience. Et là j'aurai la chose en chair et en os. Donc il y a l'idée, si vous voulez, que le monde se donne et se construit dans ma conscience par esquisse. Hein. La conscience doit sans cesse esquisser le monde. Bon, restons-en là avec Husserl. Ce serait trop long, trop compliqué. Et puis, finalement, on arriverait à la conclusion que l'intuition n'est pas si importante que ça, au fond, chez Husserl, que l'intuition n'est que la source de la validité de mes jugements. La source finalement lumineuse et qui à soi assure la profondeur de mon regard. L'intuition est un reste au fond chez Husserl. Alors, donc passons et revenons en arrière et partons du mot esquisse et retournons chez Kant. Repartons de Kant. Donc ce qui est en jeu dans l'intuition, hein, dans ce direct, dans cette immédiateté que la définition de l'intuition nous délivre, ce qui se joue, c'est soit donc une intellection de la sensibilité, je sens directement le concept, je sens directement ce qui normalement n'est accessible qu'à l'intelligence. Donc en mathématiques, il y aurait cela. Hein. On peut dire que le mathématicien peut sentir intuitivement des choses qui, normalement, ne sont accessibles que par le raisonnement, hein, la déduction, la discursivité. Il y aurait un sentiment, une sensation du concept, peut-être. Premier sens possible, du mot direct, du mot immédiat. Un deuxième sens serait celui d'une sensibilité de l'intellect. L'intellect lui-même se mettrait à sentir. Il y a cela, bien sûr, dans les cas où le suprasensible se donne directement à l'intellect. L'intellect se met à voir, par exemple, Dieu, ou quelque être non sensible. Il y a donc une vision ici au sens imagé, métaphorique du terme. Donc voilà deux premiers sens, hein, de cette immédiateté possible de l'intuition. Et ces deux sens, vous voyez, supposent à chaque fois une sorte d'étrange mixité, un étrange mélange entre sensibilité et intellection, entre intelligence et perception, entre sentiment et raisonnement. On aurait deux régimes là, vous voyez, deux lignes. Et pourquoi pas deux régimes de signes? Et pourquoi pas déjà ici quelque chose comme l'opposition qu'élabore Foucault précisément dans Surveiller et punir entre le visible et l'énonçable, des énoncés d'un côté, des corps de l'autre.
un ensemble d'énoncés, un ensemble cohérent d'énoncés et un ensemble cohérent de corps. Des dispositifs qui s'énoncent, qui se disent, qui sont censés être lus, et des dispositifs qui sont des dispositifs qui rendent visibles, ou donnent à voir les corps. Le droit pénal, la prison. Et entre les deux, une sorte de coïncidence étrange, pas de causalité, l'un ne cause pas l'autre, mais deux manifestations de quelque chose. Bon, peut-être. C'est un envoi, vous voyez, un envoi c'est ça. Vous voyez, un envoi c'est ça par exemple. C'est une autre ligne, une autre figure qui est sans rapport avec la première ligne et qui reviendra par la suite. Là je vous parle de Foucault. Ce que je dis a un rapport assez lointain avec ce qui est dit par ailleurs, mais on retrouvera cette figure plus tard. Alors revenons enfin à Kant. Alors, Kant est un philosophe formidable parce que c'est un philosophe infiniment paradoxal. Il faut restituer à Kant ses paradoxes, sa puissance paradoxale. Et la pensée de Kant, sa pensée de l'intuition, sa définition de l'intuition est aussi lourdement paradoxale. Pourquoi? Parce que l'intuition, chez Kant, l'intuition qu'il définit dans l'esthétique transcendantale, l'intuition c'est ce que donne la sensibilité. L'intuition c'est tout ce qui se donne par la sensibilité, tout ce que je perçois relève de l'intuition. Donc l'intuition est double, elle est une connaissance doublement et pour deux raisons. D'abord parce qu'en elle quelque chose se donne, quelque chose du monde apparaît, ce qu'il appelle les phénomènes, et en même temps aussi parce que l'intuition est la condition de cet apparaître, ce qui fait que quelque chose en effet se donne. Donc elle est à la fois là où ça se donne et ce par quoi et pourquoi cela se donne. Deux choses en même temps. N'est-ce pas extraordinaire? Et Kant dit effectivement que l'espace et le temps sont des intuitions. Alors, l'espace et le temps sont à la fois des formes de ma sensibilité. Je ne perçois pas que ce soit qui ne soit spatial et temporel. Mais en même temps, l'espace et le temps sont effectivement des intuitions pures. Et c'est parce que tout ce qui se donne sous la forme de l'espace et du temps qu'il y a quelque chose comme une connaissance possible. Sinon, il n'y aurait que du chaos. Donc pas de connaissance possible. Pour qu'il y ait une connaissance, il faut qu'il y ait une forme, et une forme a priori, c'est-à-dire une forme qui précède toute expérience. Là, je suis désolé de rentrer un peu dans le détail, très légèrement de la critique de la raison pure, mais c'est important quand même. Ce moment est important, c'est le moment du début, vous voyez, c'est un moment où on délivre des figures dont on ne comprend pas le sens. Vous voyez, ces figures sont un peu abstraites, c'est un peu abscon au début. C'est normal. Il est normal qu'on ne comprenne pas au début certaines figures et qu'on les comprenne rétroactivement. Bon, je n'ai pas encore formé le paradoxe. Quel est le paradoxe donc? Quel est ce paradoxe formidable? C'est que l'intuition donc à la fois donne et en même temps constitue ce qui se donne à elle dans sa transcendance. Ce serait ça le paradoxe. Je ne peux connaître que si quelque chose se donne et que si en même temps je constitue ce quelque chose dans sa différence, dans sa séparation, dans son extériorité, dans sa transcendance. Quelque chose vient d'ailleurs, quelque chose m'affecte, quelque chose apparaît. Et cette chose, évidemment, si elle venait entièrement de moi, si je l'informais intégralement, si j'en étais totalement la source, eh bien, il n'y aurait rien à connaître. Il n'y aurait rien à connaître, je ne connaîtrais que moi. Je
je ne ferai que projeter dans le théâtre de ma conscience mes propres ombres. Je serai ma propre marionnette. Rien ne se donnerait jamais. Donc pour que quelque chose se donne, il faut à la fois que l'intuition l'accueille, et en même temps que l'intuition le constitue, mais comme quelque chose qui, effectivement, se donne depuis un dehors, dirions-nous, même si le terme n'est évidemment pas conscient. Voilà le paradoxe. Et le paradoxe que nous portons comme une charge, âne, que nous sommes depuis 1781 ou 2, ou 5 ou 6, je ne sais plus, la date de l'apparition de la critique der reine Vernunft. Voilà le paradoxe. Alors, comment ça marche? Comment ça se passe? Rentrons un peu dans le détail. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, parce que le détail fait 600 pages, mais il y a un point, il y a juste un point, quelques phrases, juste quelques phrases, et après on aura fini. Quelques phrases, par ici. Quelques phrases qui vont nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Comment je peux connaître ce qui m'est étranger alors que je constitue ce que je connais. Comment je peux constituer l'étranger. Voilà. Dans son étrangeté même. Il ne s'agit pas de le faire mien, de l'assimiler, de le digérer, non. Il s'agit de le laisser être lui-même dans son étrangeté et de le constituer comme cela, comme étranger. Alors, pour comprendre, nous allons nous plonger dans un des passages les plus obscurs, les plus merveilleusement obscurs de la critique de la raison pure, je veux dire, le schématisme. Le schématisme transcendantal. Peut-être juste une précision, transcendant, c'est ce qui est extérieur à moi, ce qui m'est absolument étranger. Dieu, par exemple, est transcendant au monde, le Dieu des monothéismes est transcendant au monde qu'il crée, il est absolument différent, extérieur au monde qu'il crée. Plutôt, les mondes sont absolument extérieurs à lui, bien que lui, évidemment, ne soit pas extérieur du propre monde qu'il a créé, mais il y a la transcendance de Dieu par rapport au monde, créature, créateur, il y a une distance infinie entre la créature et le créateur. Transcendantal, c'est ce que fait Kant précisément en expliquant que justement je constitue ce qui m'est donné dans son étrangeté et je rends ce qui m'est donné donnable et donc connaissable. Donc le schématisme. Le schématisme, c'est très important. Pourquoi? Parce que d'abord, Kant va déduire les concepts, les grandes catégories. Tout ce qui structure ma connaissance, tout ce qui fait qu'effectivement je peux connaître. Donc les grandes catégories, quantité, qualité, relation, modalité, et puis les principes de l'expérience, les lois qui deviendront les lois de la nature. Et tout ça vient de l'entendement, tout ça vient de mon intellect, qui construit à partir de ces grandes catégories les règles de la connaissance, et les règles du monde. Bon, une fois que c'est fait, en fait, Kant n'a fait que la moitié du chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait finalement que penser le rapport des catégories à l'expérience possible. On montre qu'effectivement, pour connaître, il faut ces concepts, et ces concepts, il faut bien que je les déduise, il faut bien que je les produise, que je les expose, que je montre que sans ces concepts, on ne peut rien connaître, qui sont la condition de la connaissance possible. Et maintenant, une fois cela démontré, il faut encore établir la possibilité d'un rapport de ces catégories à l'expérience effective. C'est bien beau de montrer qu'elles ont un rapport à l'expérience possible, il faut montrer maintenant qu'elles ont un rapport à l'expérience effective. Autrement dit, quand je prononce un concept, quand je dis un concept, qu'est-ce qui m'assure que ce concept s'applique bien à tel objet de l'expérience? Si je dis table, comment puis-je être sûr que ce concept subsume bien, s'applique bien à cette table que je vois là? Comment puis-je dire ceci, là, cette chose-là que je touche est une table? Cette proposition suppose que je puisse juger qu'il y a la table et donc
subsumer cette table sous le concept général de table. Donc bref, il faut que je puisse appliquer effectivement mes catégories au concept du monde, aux choses du monde. Il faut donc que je fasse ce qu'on s'est dit au début, que je rapporte l'intellect à la sensibilité, que je rapporte les concepts aux choses. Et c'est ça que Kant essaye de penser sous le nom de schématisme. Quel lien vais-je pouvoir construire, quelle relation vais-je pouvoir révéler entre le sens des mots que j'emploie et les choses qui tombent sous ces mots, ou entre eux, géométrie et sensibilité, entre concept et intuition. Donc le schématisme fait cela. Le schématisme, c'est un art, on dit Kant, un art très mystérieux. Un art mystérieux qui est caché dans les profondeurs de l'âme humaine, écrit-il. Un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine, et donc il sera bien difficile d'arracher à la nature et de révéler le secret. Il y a un secret dans cet art qui me permet d'appliquer mes concepts. Ça paraît très simple, mais il y a un grand secret. Pourquoi? Et là, je vais avancer dans cette étude de l'intuition. Parce que l'intuition donne, mais l'intuition, pour donner, doit être construite. Il y a une infrastructure sous l'intuition. Quand je vois une table, il y a toute une infrastructure qui se déploie pour que je puisse dire qu'il y a effectivement table. Imaginez un monde où à chaque instant, tout change. Borges imaginait un monde comme celui-là. Un monde où je perçois toutes les micro-différences, les plus infimes différences. Et vous savez que tout change tout le temps en vérité, sauf que, évidemment, nous percevons la permanence des choses. Imaginez des êtres qui ne perçoivent que le flux, et qui doivent forcément, à chaque instant, renommer les choses, puisqu'elles changent fondamentalement pour eux. Donc à chaque instant, il leur faut trouver un nouveau mot pour la chaise, puisque à l'instant T2, la chaise n'est plus ce qu'elle était à l'instant T1, donc il faut un autre mot. Donc il doit à tout instant réinventer le langage, le lexique, le vocabulaire. Et ça pose évidemment des problèmes de communication, bien sûr. Parce que ce qu'un tel appelait cafetière, l'instant d'avant, est appelé par un autre ballon l'instant d'après. Ou fécatière, si on anagramme le premier mot. Donc c'est un monde, ce serait un monde dans lequel il serait presque impossible de schématiser. Un monde sans chaîne. N'est-ce pas au fond ce monde-là que Deleuze et Guattari essayent de penser? Et qu'ils vont penser peut-être avec le diagramme. Donc un nouvel envoi. Il ne se passe pas grand-chose dans cette page. Je dirais que c'est ça. Oui. Ça sont les molécules. Une petite différence qui fait qu'une chaise cesse d'être une chaise et donc il est impossible de schématiser. Puisque le concept change tout le temps. L'objet devant se doter d'un nouveau concept à chaque instant. Bon. Donc, l'image est ce qui intervient, ce qui arrive entre le concept et l'objet et qui permet de penser le rapport. Alors, l'image n'est pas vraiment l'image en vérité. Alors, que fait l'imagination pour schématiser? Eh bien, l'imagination va proposer, offrir à l'entendement, à l'intelligence, les moyens, des procédures, des opérations, des procédures, des procédés pour produire une image qui va permettre à l'entendement de reconnaître l'objet. Grâce à cette image, il saura qu'il s'agit bien là d'une table. Il pourra appliquer son concept. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, l'image que permet de produire l'imagination
c'est une sorte de silhouette, le contour sensible du concept qui fait qu'on reconnaît qu'il y a bien là une table, une chaise, un chien, un homme. Mais c'est une procédure, c'est pas une image, c'est un procédé, une opération. C'est pour ça que je parlais d'infrastructure. Il y a une opération d'imagination, une procédure complexe, qui va offrir à l'entendement un prototype, qui va dessiner un prototype. On a un concept, il y a une usine à gaz qui produit le prototype de ce concept, ce prototype permettant le jugement. Et le prototype permettant tout simplement de réaliser tout le système kantien lui-même, qui va ultimement le justifier. On se rend compte, quand on subsume, quand on juge, on se rend compte à chaque instant que le système fonctionne, que tout le transcendantal fonctionne, que c'est bien ainsi que je connais, que la connaissance est effective et donc possible. Et donc, cette usine imaginative, imaginaire, est ce qui vient justifier à chaque jugement l'ensemble du système, qui vient justifier les catégories que j'ai déduites auparavant. C'est donc très important. C'est une opération cruciale. Alors, je ne vais pas m'appesantir trop avant, mais simplement citer une phrase. Une phrase qui va faire surgir un mot. Un mot dont nous suivrons le fil. Donc le mot, c'est une nouvelle ligne, si vous voulez. Vous voyez, quelque chose comme ça, vous voyez, qui après devient une sorte de cercle. Et le mot, c'est le mot monogramme. Pour arriver au diagramme, il faut en passer par le monogramme. On ne pourra arriver au diagramme en commençant par le monogramme. Alors voilà ce qu'écrit Kant donc dans ce passage sur le schématisme. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'image, donc l'image que donne l'imagination à l'entendement, est un produit de la faculté empirique de l'imagination productive. On distingue l'empirique, bien sûr, et a priori. Tandis que le schème des concepts sensibles est un produit et en quelque sorte un monogramme de l'imagination pure a priori, au moyen duquel et d'après lequel les images sont d'abord possibles. Donc le schème qui font qu'on peut relier ces deux choses si opposées, ces deux facultés si différentes, ces deux parts, c'est difficile à relier du monde et de l'homme, de l'humanité. L'homme est un être fini, il est affecté par ce qui lui arrive, il est affecté par le monde. Il essaye de penser ce qui lui arrive. Il subit le monde par la sensibilité, il essaye de le penser par l'entendement. La dualité et la finitude de l'homme chez Kant. L'homme n'est rien que cela, un être affecté et qui cherche à penser son affection. La vie n'est que cela. Comment penser ce qui m'arrive? Et ce qui forcément m'arrive. Je ne peux pas échapper à ce qui m'arrive, car je suis un être qui est affecté sans cesse, car j'ai une sensibilité. C'est constituant de ma personne, de la personne humaine, cette sensibilité. Quelque chose m'arrive et je dois le penser. Voilà le drame. Et avec le schème, je pense le rapport entre les deux. Je pense le rapport entre ce qui m'affecte et ce qui constitue et pense ce qui m'affecte. Et quand tout dit, ce schème, c'est comme un monogramme. Comme un monogramme. C'est pas formidable. Le mot allemand est monogramme, d'ailleurs. C'est le même mot, monogramme. Vous trouvez, je vous cite le texte allemand. Il y a d'autres langues aussi dans cette affaire. Donc, vous voyez, je suis un peu obligé en même temps de faire surgir d'autres langues, car sinon ce serait vraiment une conférence médiocre. Non pas que je vais la faire durer trop longtemps, mais vous pourrez partir quand vous en aurez marre. Alors, und gleichsam, donc de même, comme und gleichsam an ein Monogramm der reinen Einbildungskraft, a priori donc. Un monogramme de l'imagination productrice a priori. Un seul mot évidemment, Einbildungskraft, pouvoir d'imaginer, puissance d'imaginer. Und gleichsam ein Monogramme. Et il dira plus loin, dans l'idéal de la raison pure, donc à la fin de la critique, gleichsam Monogramme, encore une fois. Le mot apparaît 3 fois à la fin de la raison pure.
Et il apparaît aussi dans l'architectonique de la raison pure. Des un schema dem umris, entre parenthèses, monogramma. Le schème de l'esquisse, entre parenthèses, monogramme. Et donc on retrouve l'esquisse ici. Alors, l'imagination fabrique des monogrammes. Bon. Les monogrammes est ce qui va unifier l'être humain. Sans monogramme, nous ne serions pas unis. Nous serions absolument séparés en deux. D'un côté, ce qui m'affecte, et de l'autre côté, ce qui pense. D'un côté, la sensibilité, de l'autre côté, la spontanéité. Je reçois et je pense. J'accueille et je construis. Certes, on pourra dépasser. Les philosophes tâcheront de dépasser ensuite ce dualisme kantien. Mais qui est encore un bel exemple de la pensée kantienne, une pensée paradoxale. Qui ne cherche pas à surmonter la finitude humaine, qui ne cherche pas à surmonter ces grandes différences. Et c'est le monogramme qui relie les deux, n'est-ce pas extraordinaire, que tout finalement, on arrive à un seul mot, à ce petit mot qui n'apparaît que 3 fois, qui disparaît ensuite de l'œuvre, puisque dans la clé du jugement, ce mot n'apparaît pas. Du tout, nulle part. Alors, monogramme. Permettez-moi de faire une digression. Alors, une digression, c'est exactement ce carré-là. C'est une digression. Bon, là, on retrouve les molécules. Et là, on ouvre un rectangle dans la partition. Et dans ce rectangle ouvert dans la partition, eh bien, les lignes ne sont plus les mêmes. Et ce sont les mêmes lignes, mais ce ne sont pas les mêmes lignes en vérité. C'est comme un changement d'échelle, donc une digression. On va juste changer d'échelle. En fait, la digression est comme un changement d'échelle, on va dire. Et le changement d'échelle ici consiste à s'approcher du mot monogramme. Alors, bon. J'ai été voir un peu ce qu'écrivait Jacques Derrida sur le monogramme, puisque, comme vous le savez, Jacques Derrida est un graphomane qui dispose d'un site internet sur lequel il poste régulièrement des cours de philosophie, notamment de philosophie de l'art. Pas mal d'ailleurs, c'est assez érudit, c'est plutôt bien, très bonne qualité. Et donc, il propose une généalogie du mot monogramme. Il pense que Kant tient ce mot de Winckelmann, qui écrit dans son Histoire de l'art chez les anciens, Winckelmann, un fondateur de l'histoire de l'art, un Allemand qui a été visiter Rome au XVIIIe siècle et qui a été emporté, un peu, non seulement séduit, mais emporté littéralement par ce qu'il a découvert, par les statues, les copies romaines de statues grecques qu'on mettait à jour à Rome à cette époque. Il a été vraiment transporté. C'était un homme assez émotif, Winckelmann, qui a été assassiné par son cuisinier, lorsqu'il revenait d'un voyage en Italie, un de ses derniers voyages en Italie, son dernier, donc il est mort. Ça c'est très intéressant. Alors ça, il faut que je puisse le trouver quelque part. Ça vient d'ailleurs, ouais. C'est écrit qu'elle vient. Ça pourrait être ça éventuellement. Alors ça, j'aurais besoin finalement d'un peu d'aide. Ou ça, non? Bon. Donc Winckelmann écrit: à l'égard de la peinture, les premiers tableaux étaient des monogrammes, non qu'Épicure donnait aux dieux, c'est-à-dire qu'ils offraient la simple délinéation de l'ombre de la figure humaine. De ces lignes et de ces formes, il devait résulter une figure qu'on nomme ordinairement égyptienne. Et il se réfère ici, Winckelmann, à un passage du De Natura Deorum de Cicéron, dans lequel il est dit que Épicure a imaginé des dieux inactifs réduits à l'état d'esquisse, monogrammi dei, écrit Cicéron donc en latin. Des dieux monogrammes, très merveilleux. Effectivement, les dieux d'Épicure étaient des dieux très lointains, très inactifs, très paresseux, très peu concernés par les affaires humaines, et qui donc, au fond, sont des esquisses de dieux. Même pas des dieux, des monogrammes de dieux. Des ombres de dieux. Donc il y a l'idée du contour. Bon, vous savez que le contour de l'ombre est un des mythes d'origine de la peinture, un des mythes possibles, un des nombreux mythes d'origine de la peinture. On connaît la fameuse fable où la fille d'un portier de Corinthe trace d'un trait le contour de l'ombre de son amant,
va partir pour l'étranger. Et donc là, il y aurait là peut-être l'origine de la peinture qui s'originerait donc dans un trait, dans un contour, dans un dessin. Un dessin. Bon. Alors c'est intéressant cette affaire, et nous allons garder cela en tête. Il y a beaucoup de contours ici, vous voyez, de contours. On va le garder en tête et peut-être s'intéresser maintenant à un autre sens du mot. Et on retrouve cette dimension paradoxale, ce va-et-vient, puisque, comme vous le savez, monogramme veut dire aussi chiffre. Le chiffre. Le chiffre étant une forme de signature. Le monogramme est une signature. Le chiffre est souvent composé de la lettre initiale, ou de la réunion de plusieurs lettres d'un nom entrelacées en un seul caractère. On a ainsi le fameux chrisme, monogramme du Christ, qui entrelace les deux premières lettres grecques de son nom. Enfin, toute signature abrégée, toute marque abrégée, condensée ainsi, est un monogramme. Les peintres ont beaucoup signé, notamment les peintres médiévaux, renaissants, ont beaucoup signé leurs tableaux, leurs panneaux, avec un monogramme, qui est donc une construction graphique et une construction. On va superposer les lettres les unes sur les autres et ainsi crypter la signature. Et donc il y a là à la fois une condensation et une manière de crypter, de chiffrer. Et en même temps on marque, vous voyez, on marque. Donc le monogramme serait une manière de déclarer possession de quelque chose. On va imprimer son monogramme sur la chose pour la posséder. Comme on imprime couramment au fer rougi par le feu son chiffre sur la peau de ce qu'on possède, esclave ou animal, bien sûr. Et il y a ça, il y a ces deux choses-là, il y a ces deux aspects, ces deux dimensions dans le travail de l'imagination productrice chez Kant. L'imagination qui monogrammise. Eh bien, elle monogrammise, elle monogramme en dessinant le contour de la chose, le contour générique de l'objet, l'esquisse de l'objet, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait, l'imagination? Eh bien, elle trace à même l'intuition des formes. Elle marque l'intuition de formes qui la dresseront au concept. On peut dire que de ce point de vue-là, l'imagination dresse l'intuition au concept. Elle ne se contente pas, si vous voulez, d'esquisser l'intuition pour que le concept puisse l'appréhender. Non, elle marque l'intuition, elle l'asservit, elle la domine, elle la raisonne, pour reprendre un terme heideggerien. Heidegger qui écrit comme un livre magnifique sur Kant, un livre extraordinaire sur Kant. Je vous conseille de lire. Un livre extrêmement limpide sur Kant, très beau livre. Bon. Il y a donc une violence, ici, l'imagination, qui arraisonne le sensible, qui dresse le sensible, pour le rendre apte au concept. Car le sensible, au fond, ne se donne jamais sans que violence lui soit faite. La donnabilité, ça c'est un mot que les phénoménologues contemporains aiment bien. Ça. Le fait que quelque chose se donne, on peut appeler ça la donnabilité. Donc, la donnabilité de quelque chose, la donnabilité de l'écharpe de David Zerbi, par exemple, et là, cette donnabilité-là, elle suppose une violence. Une violence faite au sensible. Et c'est ce que dit, oui, c'est ce que dit curieusement Kant avec ce monogramme. Il l'emploie comme ça juste une fois. Il y a de cela. Bon. Je dois demander à ce qui est étranger d'être vraiment étranger, de demeurer tel. Et ça suppose une violence. Y a-t-il d'autres manières finalement de connaître qu'en exerçant cette violence sur ce qui est à connaître? Et dire cette violence suppose une spontanéité, mais elle fait que ce qui est à connaître soit connaissable, devienne connaissable. Bon, alors nous allons faire des hypothèses. Nous allons faire une série d'hypothèses. Alors l'hypothèse c'est ça en fait, vous voyez. L'hypothèse c'est la fonte, la typographie non complètement dissoute par le système multilinéaire.
Donc il y a des éléments typographiques qui surgissent comme des lettres qu'on croit déchiffrer. On se dit, ça y est, enfin il y a du déchiffrable. Enfin il y a des monogrammes. Là, nous avons là une sorte de monogramme. On reconnaît un F, mais c'est pas sûr. C'est simplement un croisement entre une ligne courbe et une ligne droite. Et on se dit, ah, il y a du déchiffrable. Mais c'est un monogramme. Le monogramme est crypté, comme vous le savez. Donc il est, et au fond, là, il dit que le monogramme est au fond déchiffrable. Et ce qui est très beau, si vous voulez, c'est que cette violence faite à l'intuition est absurde, est aveugle, n'a aucun sens. Ni d'un côté ni de l'autre. Elle n'a aucun sens, cette violence. Donc retenons hein, que l'imagination écrit des choses sur l'intuition. Elle imprime des choses sur l'intuition. Elle trace le truc, le monogramme. D'ailleurs, il y a juste un deuxième texte très beau là, que je vous ai pas cité. Donc dans l'Iliade de la raison pure, Kant écrit donc il en est tout autrement des créations de l'imagination sur lesquelles personne ne peut s'expliquer et dont nul ne saurait donner de concept intelligible. Donc quelque chose qui résiste au concept, les créations de l'imagination, comme des monogrammes, donc gleichsam monogramme, composés de traits isolés et que ne déterminent aucune règle supposée. Elles forment un dessin flottant. Un dessin flottant, c'est pas merveilleux ça? Donc le monogramme est aussi un dessin flottant. Pour ainsi dire, au milieu d'expériences diverses, plutôt qu'une image déterminée semblable à celle que les peintres prétendent avoir dans leur tête. Et elles doivent être un fantôme incommunicable de leur production ou même de leur jugement. Im Mittel verschiedener Erfahrungen gleichsam schwebende Zeichnungen. Bon. Et donc il y a deux versions du monogramme. Hein. Le monogramme qu'on imprime et le monogramme qui flotte et qui n'est pas lié par l'entendement, qui n'est pas asservi par l'entendement. Ce qui me permet de faire cette hypothèse, qui est là donc. L'hypothèse est la suivante. Que se passera-t-il quand nous aurons libéré l'imagination de son asservissement? Quand nous aurons libéré l'imagination de l'entendement et du concept, quand nous aurons justement laissé le monogramme flotter. Laissons flotter le monogramme. Laissons flotter le monogramme. Et quand on fait ça, vous voyez ce qui se produit après. Vous voyez, quand le monogramme flotte, il est pris dans le système utilitaire. Il est littéralement, il disparaît dans l'enchevêtrement des lignes. Il devient un entrelac. Et je sais bien que le mot monogramme est absent de la critique du jugement, mais le mot entrelac, lui, est très présent dans cette critique. Et donc, dans la critique du jugement, qui est donc la critique, le livre que Kant consacre à l'esthétique, donc à la théorie de l'art, eh bien, dans ce livre, le monogramme devient entrelac, ou rinceau, ou bas-relief, ou que sais-je. Et ça suppose que nous libérions donc l'imagination de l'entendement. Bon, vous connaissez tous évidemment cette affaire, cette histoire, hein, la dialectique du beau, finalité sans fin, libre jeu, plaisir pur. Ça sont des cours d'esthétique qu'on a dû vous donner. David, tu confirmes qu'ils connaissent tous très bien cette affaire? Oui, vous avez des questions parfois. Mais... Donc en deux mots, si vous voulez, quand on libère l'imagination, ce qui se produit, c'est quelque chose. Il se produit une activité, tout à coup. Une activité se produit dans l'âme humaine. L'âme humaine devient active. Elle fait des choses. Et Kant appelle ça le libre jeu. Un libre jeu, donc, comme une improvisation libre, en vérité, hein, de l'imagination et de l'entendement. L'un et l'autre improvisent ensemble. Pourquoi ils improvisent? Parce que face à un objet beau, face à un objet d'art, l'entendement est sans concept. L'entendement est sec. L'entendement ne sait pas quoi faire, ne sait pas quel concept choisir. L'objet d'art résiste au concept. Il y a quelque chose en lui qui abîme, qui plutôt émeut l'entendement, et dans cet objet, l'entendement s'abîme, littéralement. Et l'entendement, donc s'abîmant dans l'abîme de l'objet, incapable de produire un quelconque concept, évidemment, il libère de fait l'imagination, qui se met, elle, en revanche, émue également, mais ayant beaucoup plus de ressources que l'entendement, elle se met, elle, à produire avec
avec effusion toutes sortes d'images, toutes sortes de schèmes, toutes sortes de prototypes, toutes sortes de monogrammes flottants destinés à l'entendement et destinés à lui permettre de subsumer ce qui n'est pas subsumable, ce qui ne sera jamais subsumable, car l'art est sans concept, car l'art est sans règles, car l'art est sans canon, car l'art n'est que l'art du génie, enfin bon, vous savez tout ça. Et ce faisant, si vous voulez, l'imagination dans le libre-jeu change le sens même du schématisme. Vous voyez, quand le concept disparaît, le schématisme se tord, il se tord, tordu. Il est détourné, il fonctionne à vide. Hein, l'imagination schématise sans concept. Bon. Elle multiplie les contours. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément encore? Et là, je vous citerai une dernière fois Kant, un passage de l'Anthropologie, la traduction de Foucault, un cours que donne à Kant. Kant est un enseignant profus. Voilà ce qu'il écrit. Dans le goût, le goût, c'est dont il est question dans la critique du mouvement. Dans le goût, ce n'est pas de manière immédiate la sensation, mais la façon dont l'imagination libre en fait l'agencement par l'invention, c'est-à-dire la forme qui produit le plaisir trouvé à l'objet. Et donc il y a agencement. Je n'ai pas le texte allemand, mais agencement, voilà un mot intéressant. La forme seule est à même de prétendre à une règle universelle pour le sentiment de plaisir. Et donc en fait, c'est très clairement l'imagination qui va produire le plaisir et qui va tracer des formes. Et donc là, on passe de lecture au tracé. La ligne n'est plus seulement lue, elle est aussi tracée. Il faut que l'imagination trace. Et ce qui avant était une marque d'appartenance, ce qui avant dressait, ici procure du plaisir. Ici flotte. Et effectivement, Kant adore les entrelacs, adore les lignes entrelacées, libres, sans sujet, sans thème, sans concept, sans but, que tracent les artistes. Et au fond, l'idéal de l'art pour Kant, ce n'est pas un poème de Goethe ou un opéra de Mozart, c'est un bas-relief. Et je vais vous dire juste le passage très important où Kant distingue la beauté libre de la beauté adhérente. La beauté adhérente, c'est la beauté qui adhère encore à un concept, qui adhère encore à quelque chose, à un concept, à une finalité, à un but, à une raison. Et cette beauté-là, n'est pas parfaite, elle n'est pas pure encore. La beauté pure est dite libre. Et par exemple, Kant dit « les fleurs sont de libre beauté de la nature ». Il parle des oiseaux, du perroquet, du colibri, il parle des coquillages marins, et il parle des dessins à la grecque, les rinceaux pour des encadrements ou sur des papiers peints, qui ne signifient rien en eux-mêmes, qui ne représentent rien, aucun objet, sous un concept déterminé, ce sont des beautés libres. Donc il y a déjà une sorte d'abstraction en vérité. Et il ajoute, on peut aussi ranger dans cette sorte de beauté ce qu'en musique on appelle l'improvisation sans thème, et même toute la musique sans texte. Donc, voilà qui est fascinant. Kant, penseur de l'improvisation libre, sans thème. Ce qu'on fait avec ça, parce que ça n'est pas un thème, c'est une ligne indéchiffrable. Et donc, il faut l'absence de mode d'emploi et la puissance graphique de Cardew pour faire flotter le monogramme. Pour produire de la beauté libre au sens de Kant. Et il ne cesse de parler de ça. Il parle même des tatouages néo-zélandais, par exemple. Alors Derrida a pas mal écrit sur ça, sur ce qu'il appelle les parergas. Tout ce qui est autour, le cadre du tableau. Vous savez, le travail décoratif sur le cadre du tableau. Quand on parle de ça. Un exemple de beauté libre. Mais en fait, l'artiste est vraiment lui-même quand il peut dessiner sur le cadre. Là, il est vraiment artiste. Il n'a pas besoin de représenter une église, un paysage ou un paysage marique. Il est enfin libre de faire ce qu'il veut. Il peut dessiner ses entrelacs sur les cadres. Puis dorer ça à leur fin. Et là, il est heureux. Voilà. Il est sans concept. Comme la rose et son pourquoi. Il est purement spontané. Vous voyez, donc là, en fait, la spontanéité la plus pure chez Kant, c'est pas la spontanéité de l'entendement, de l'intelligence, c'est la spontanéité de l'imagination qui fait flotter les monogrammes, et qui fait des rinceaux, des entrelacs, et qui regarde des coquillages.
qui regarde les coquillages, qui ramasse les coquillages. Et quand il vient à Königsberg, quand il n'a peut-être jamais vraiment pu, dans sa vie, recueillir un coquillage. Je crois que Königsberg est non loin de la mer du Nord. Donc c'est qu'il fait effectivement du coquillage. En tout cas, pas de perroquet. Alors, et là, je pense que là, quelque chose de crucial se passe, hein, qui a lieu chez Kant sans que Kant ne le thématise, donc nous avons quitté Kant, qui est le passage du monogramme au diagramme. Car ici, très clairement, vous êtes d'accord, on ne peut plus dire que l'imagination monogrammise ou monogramme, elle diagrammise ou diagrammatise ou diagramme, sans aucun doute. Car, qu'est-ce qui différencie en première approche le diagramme du monogramme? Eh bien, le diagramme analyse, décrit le phénomène dont il est le diagramme dans le temps, dans la durée. Le monogramme fige une signature, le diagramme est souvent la représentation diagrammatique d'une évolution, d'une transformation, d'une mutation. On regarde un diagramme pour savoir comment ça change, comment ça évolue, comment ça devient. Voilà, c'est un diagramme. Vraiment, on s'en fout des diagrammes. Si le diagramme est plat, vous voyez, si le diagramme ressemble à ce qui est en bas, là, eh bien, ce n'est pas un diagramme. Enfin, c'est un diagramme nul, un diagramme qui ne dit rien. Là c'est un diagramme extraordinaire. On sauf qu'on ne peut pas le lire, bien sûr. Mais c'est un très beau diagramme. À vrai dire, je pense que Cage serait assez critique. Il n'y a pas de témoignage d'ailleurs de la vie, de l'opinion de Cage sur le traité de Cardu. Mais il y a l'orientation gauche-droite, qui est comme une orientation de lecture assez problématique, assez manifeste, qui aurait déplu à Cage, comme on verra. Il y a une polarisation, donc il y a encore une structuration polarisée de l'espace. On va de la gauche, on lit dans ce sens-là. Et on verra, ça pose un problème pour Cage. Donc, le diagramme dit cela. D'abord, le diagramme, il peut être assez précis, il peut être très détaillé, le diagramme, et puis il est diachronique. Il est donc dynamique, diachronique. Dia, quoi, à travers, il traverse. Alors voilà, là on arrive au paradoxe du diagramme. Après le paradoxe du monogramme, on arrive au paradoxe du diagramme qui sera manifeste chez Deleuze, qui est que le diagramme à la fois analyse, décrit ce qui change et en même temps fait changer. Le diagramme est ce qui fait muter, ce qui transforme effectivement. Et c'est là le mystère de l'art caché dans les secrets de lui-même que l'on trouve dans la philosophie de Deleuze. C'est que le diagramme non seulement analyse et décrit, mais en même temps il transforme, il fait muter. Ça c'est très, très mystérieux. Et donc là on est dans la zone où le diagramme fait muter. Et vous voyez, là on a comme des notes de musique, il y a une clé de fa là. Et donc il y a quand même des éléments déchiffrables, perdus, quoi, qui flottent. Là, vraiment, ça flotte. Notre croisement est très beau. Et là, non, on a vraiment un rinceau, là, à la grecque. Et si Kant avait su qu'on pouvait faire de la musique à partir d'un rinceau à la grecque, je pense qu'il aurait été stupéfait. Il aurait adoré ça. Vous êtes devant un rinceau à la grecque, vous prenez un instrument, un violon, et vous mettez à improviser ce rinceau à la grecque. C'est vraiment la beauté libre, dans sa plus grande puissance. Donc je dirais qu'il y a un âge du diagramme qui suit l'âge du monogramme. Bon, alors il nous reste un problème, c'est qu'on est encore un peu chez Kant, et que chez Kant il y a du goût. Il y a quand même du goût, il y a un jugement de goût. Que Kant appelle un sens commun, un sensus communis, un sens commun, partagé. En fait, le goût est universellement partagé. En fait, le goût, c'est ce qui fait que nous partageons des choses. En fait, nous partageons des choses parce qu'il y a du goût. S'il n'y avait que l'entendement, on s'en ficherait. Quoi que ce soit. En fait, on n'a pas envie de partager une vérité. La vérité, on a envie de la garder pour soi. Ou on a envie éventuellement d'être apprécié, d'être qualifié, enfin d'être décoré pour avoir découvert une vérité, pour avoir produit un théorème. Mais en dehors de l'orgueil, de la vanité, liée à la production, à la découverte des vérités, la vérité n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de partager. En revanche, le plaisir pur que produit le libre jeu et qui fait qu'on dit que c'est beau, ça, on veut le partager, et c'est ce goût qui fait qu'on se socialise. Et donc, on peut dire que le goût est la condition de possibilité de la société humaine.
parce qu'il y a du goût, parce qu'il y a du beau, et parce que l'on a envie de partager son plaisir avec n'importe qui, on a envie de crier à tout le monde que c'est beau, on a envie d'assembler l'humanité entière pour partager cette émotion, eh bien, parce que le goût existe, il y a quelque chose comme une société humaine. Le goût est au fondement de la socialité humaine. Pourquoi? Parce que le goût est aussi le signe que les harmonies sont, enfin, que les facultés sont en harmonie les unes avec les autres. Tout à coup, il y a harmonie entre l'imagination, l'entendement, la sensibilité, une coalition plus profonde entre les facultés. Et là, on pourrait dire que c'est en même temps le moment où Kant est au plus proche de franchir un seuil terrible où il nous dirait qu'au fond, derrière l'apparente dualité humaine, l'apparente finitude, il y a quand même un créateur, il y a quand même un Dieu qui a fait et le monde et moi. Bon. Et parce que Dieu, qui est une idée chez Kant, un concept, pas connaissable, parce qu'il y a Dieu qui a fait et le monde et moi, et bien forcément nous sommes en accord le monde et moi. Et donc au fond, ma sensibilité qui est affectée est en accord avec mon entendement qui pense. C'est ça qui est en jeu dans la clé du jugement. C'est qu'il y a une harmonie, une coalition des facultés qui nous dit secrètement qu'au fond, le monde n'est pas tellement différent de moi. Que je suis fait au monde, que le monde est fait à moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'aime le monde m'aime. Voilà ce que le beau nous dit. On voit les coquillages, on dit, mais au fond si ma sensibilité est tant heureuse devant ce coquillage, c'est qu'il y a bien une raison plus profonde. C'est bien que l'étoffe de ma conscience et l'étoffe du monde sont une seule et même étoffe, à peine suturée par endroits. Donc les coutures sont certes un peu visibles, mais c'est un même vêtement, au fond. Voilà, donc il y aurait, en fait, le beau serait le chiffre de Dieu, bon, voilà, peut-on le dire. Le beau, c'est le monogramme de Dieu. Et nous sommes obligés évidemment de quitter Kant à cet endroit-là. Nous pouvons suivre Kant, nous abandonnons Kant à son monogramme, puisque commence l'âge du diagramme, que Kant pressent à peine sans véritablement penser. Donc, nouvelle hypothèse. Vous voyez, nouvelle hypothèse. Duel. La question c'est comment se débarrasser du goût? Oui, comment balayer le monogramme? En fait, l'âge du diagramme commence quand on est définitivement dégoûté. Et dégoûté ne veut pas dire être affecté par une chose laide. Dégoûté veut dire ne plus avoir de goût. Hein. C'est le dégoût rimbaldien. Là, il faut être rimbaldien. Il faut être dégoûté comme Rimbaud. Hein. Dans Une saison en enfer. J'ai assise la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée. Je l'ai trouvée amère, je l'ai injuriée. Il faut injurier la beauté. Mais et injurier la beauté, ça ne veut pas dire faire le choix des choses laides. Non, ça veut dire en finir avec le goût. Car le goût, évidemment, pour Rimbaud, est bourgeois. Le goût, c'est Thiers. Le goût, c'est Versaillais. Le goût, c'est Napoléon III. Le goût, c'est la Troisième République. Voilà le goût. Et le dégoût, le fait d'être dégoûté ou agouté, le fait d'être sans goût, le fait d'injurier la beauté, c'est la joie perverse des communards. Voilà, on peut dire ça. Et donc il y aurait de ce point de vue-là un diagramme communard. Comme il y a eu un diagramme napoléonien, il y aurait un diagramme communard qui n'aura duré que 3 mois et qui, au fond, aura été une belle hypothèse. Alors on pourrait l'interpréter comme autrement, on pourrait l'interpréter de manière un peu culturaliste en disant que l'âge du diagramme c'est l'âge aussi où tout devient culture, l'âge de l'époque culturelle du monde, l'âge jamesonien du postmodernisme. Bref, ça c'est une autre hypothèse mais qui s'arrête tout de suite. Alors, donc un diagramme, ça servirait à ça, hein, à nous débarrasser du goût, voilà, à balayer le goût et les monogrammes, humains, trop humains. Et il y a évidemment un très beau passage du livre de Deleuze sur Bacon qui décrit exactement ça, très précisément ça. Je veux parler bien sûr du début du chapitre 12 qui s'intitule étrangement le diagramme. On verra que d'ailleurs Deleuze est encore très conscient dans cette affaire, dans ce livre. Donc, en quoi consiste cet acte de peindre?
Voilà. Voilà ce que c'est que le balayage. Bacon le définit ainsi. Faire des marques au hasard, trait ligne. Nettoyer, balayer ou chiffonner des endroits ou des zones, taches couleur. Jeter de la peinture sous des angles et à des vitesses variées. Or, cet acte ou ces actes supposent qu'il y ait déjà sur la toile, comme dans la tête du peintre, les monogrammes dans la tête du peintre, des données figuratives, plus ou moins virtuelles, plus ou moins actuelles. Il y a des trucs qui sont là dans la tête, des monogrammes. Et c'est difficile de s'en débarrasser de ces monogrammes, parce que dès qu'on écrit, en fait, dès qu'on peint, ils surgissent, ils apparaissent, comme si tu étais déjà là, en fait, sur la toile ou sur la page. Ce sont précisément ces données qui seront démarquées, ou bien nettoyées, balayées, chiffonnées, ou bien recouvertes par l'acte de peindre. Par exemple, une bouche. On la prolonge, on fait qu'elle aille d'un bout à l'autre de la tête. Par exemple, la tête. On nettoie une partie avec une brosse, un balai, une éponge ou un chiffon. C'est ce que Bacon appelle un diagramme métallique. C'est comme si tout d'un coup, l'on introduisait un Sahara, une zone de Sahara dans la tête. C'est comme si on y tendait une peau de rhinocéros vue au microscope. C'est comme si l'on écartelait deux parties de la tête avec un océan. C'est comme si l'on changeait d'unité de mesure et substituait aux unités figuratives des unités micrométriques ou au contraire cosmiques. Un Sahara, une peau de rhinocéros, tel est le diagramme tout d'un coup tendu. C'est comme une catastrophe survenue sur la toile dans les données figuratives et probabilitaires. C'est comme le surgissement d'un autre monde. Très beau texte, vraiment. Superbe texte. Oui, c'est pas des métaphores. Deleuze ne parle pas par métaphore ni par image. Quand il dit une zone de Sahara, c'est effectivement une zone de Sahara dans la tête. C'est effectivement une peau de rhinocéros. C'est effectivement un océan. Et le diagramme fait ça. Et donc là, en fait, il fait plusieurs choses. C'est ça qui est intéressant. Il balaye, bon, il balaye. Il balaye, c'est-à-dire qu'il nous déshabitue. Il nous délivre. Et Cage dirait la même chose. Il s'agit de déshabituer, de délivrer l'auditeur des habitudes d'écoute. Aussi de délivrer du dressage, de relever le dressage. Mais il s'agit aussi, ou pour ce faire plutôt, on va devoir quand même, alors il ne le dit pas là, on va devoir devenir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour balayer, pour qu'il y ait un diagramme, et pour balayer, il faut déjà qu'il y ait des devenirs. Et le diagramme, au fond, c'est une manière de décrire, de penser, le devenir. Ça veut dire que le devenir, c'est un bloc. Je deviens et l'autre devient. Je deviens l'autre et l'autre devient moi. Mais jamais complètement, de manière moléculaire, de manière infime, imperceptible. C'est ça le devenir. Je deviens femme, je deviens enfant, je deviens animal. Mais je ne deviens pas femme, enfant, animal sans que la femme, enfant, animal ne devienne également moi. Bon, pourquoi femme, enfant, animal? Parce que il s'agit de minorité. Tout devenir est à devenir minoritaire. En tant que tout devenir est à devenir minoritaire, tout devenir est à devenir femme. C'est ce qui est écrit dans le Platon. Et donc le devenir est un bloc. C'est-à-dire que c'est un bloc de devenir, puisque je deviens l'autre et l'autre devient moi. Et donc on comprend d'ailleurs que tout devenir est politique, en un sens extrêmement évident, enfin, fondamental du terme. Puisque, par exemple, le Versaillais bourgeois, Catulle Mendès, Théophile Gautier, ne peuvent devenir communards sans que le communard devienne un peu versaillais. Et ce qui veut dire que c'est une double transformation de devenir. Et si je deviens l'autre, l'autre devient moi. Et donc en devenant moi, l'autre change évidemment la majorité.
Il suffit qu'un bourgeois devienne communard pour que le communard devienne bourgeois. Évidemment, le communard ne devient pas bourgeois sans changer la bourgeoisie. Bon, et inversement, Catus Modeste ne devient pas communard sans changer un peu les communards. Sauf qu'évidemment, changer ainsi en devenant n'est pas changer en dressant. Il ne s'agit pas de dresser un communard, il s'agit de devenir avec lui. Et c'est comme ça, au fond, que les majorités changent. Hein, ce que Deleuze appelle le molaire. La majorité, les structures, la société en tant qu'elle est segmentée, organisée, dressée, elle change par petits bouts, de manière moléculaire, parce qu'elle veut devenir incessante. Donc la révolution se fait microscope, c'est une révolution microscopique. Ce sont plein de révolutions microscopiques. Des révolutions molaires, au fond, ne fait que changer un état par un autre, une segmentarité par une autre, un groupe par un autre. Pour changer le molaire, il ne suffit pas de passer d'un molaire à l'autre. Par exemple, de l'état tsariste à l'état soviétique. Il faut moléculariser, donc il faut devenir. Excursus, bref, digression. Néanmoins, il y a un problème dans cette affaire. Deleuze, comme je l'ai dit, reste assez kantien quand même dans ce livre, et je ne vous citerai que cette page. Il faudrait que Gianni soit là. Gianni pourrait réagir à cette affaire. Quelqu'un ne peut pas jouer de Gianni? Qui pourrait jouer de Gianni? Donc c'est Deleuze sobre. Est-ce que Deleuze nous dit toujours faire attention quand même avec les lignes de fuite, ça se brouille très vite, après c'est le trou noir. Ou alors ça se codifie trop, puis c'est le fascisme. Il faut être sobre, il faut être au milieu. Ce ne veut pas dire dans la moyenne. Il faut trouver une autre ligne que la ligne qui nous mène vers le surcodage, le fascisme, la ligne qui nous mène vers le trou noir, la dissolution, le brouillage. Donc il nous dit, il faut une charpente. C'est bien gentil de faire des diagrammes sur la toile, mais il faut charpenter tout ça. Le matériau a beau être un peu fouillis, brouillé, il faut charpenter. Nous avons des exemples de molarité. Molarité et puis des univers moléculaires. Alors, à la fois rendre la géométrie concrète, ou sentie et donner à la sensation la durée et la clarté. Alors, quelque chose sortira du motif ou diagramme. Ou plutôt, cette opération qui rapporte la géométrie au sensible et la sensation à la durée et à la clarté, c'est déjà cela, la sortie, l'issue. Oui, donc là, il y a vraiment une idée kantienne, au fond, une idée transcendantale. Très clairement, il y a du transcendantal chez Deleuze, mais là, il a un sens très précis, qui est de rapporter, par une opération schématique, c'est ça, c'est du schématisme, la géométrie au sensible, et la sensation à la durée. Mais encore cette idée, si vous voulez, qu'il y a deux pôles, qu'on doit rapporter un pôle à l'autre. Qu'il faut un peu charpenter le sensible, consolider le sensible, géométriser le sensible, et de l'autre côté, qu'il faut sensibiliser la géométrie. Il faut faire cela. Et alors, c'est pas du schématisme à la Kant avec des facultés et un jeu transcendantal. C'est un schématisme sans sujet, asubjectif, et auquel on pourrait peut-être donner le nom d'agencement. Ce serait une sorte d'agencement, mais un agencement qui est... En fait, dans tout agencement deleuzien, il y a une forme de schématisme. Un agencement, c'est une articulation de choses, d'éléments très hétérogènes, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui vont s'articuler, s'assembler, s'organiser ensemble, et qui vont surtout le faire en co-fonctionnant. Ils vont coagir les uns sur les autres, sans cesse, de manière collective. Chacun va agir sur tous les autres. Chacun influence tous les autres, et il se produit cet agencement en co-fonctionnant. Et je veux dire, à chaque fois, il faut des schèmes. Il faut plein de schèmes partout. Il faut sans arrêt schématiser pour que ça marche, cet agencement. Et ça, c'est quelque chose que Deleuze dit sans dire. Donc, il faut aller plus loin. Et il y a heureusement deux théories du diagramme chez Deleuze. Deux théories du diagramme, pas une. Ça, c'est une première. En fait, il trouve le mot diagramme chez Bacon, en vérité. Il y en a une deuxième, c'est une théorie qui lui vient de Foucault.
En fait, le mot diagramme ne vient pas de Bacon, au fond, il vient de Foucault. Il vient de surveiller et punir. Et très tôt, hein, Deleuze s'intéresse à surveiller et punir, avant Capitalisme et schizophrénie. Et le concept de diagramme se retrouve dans Plateau, va se retrouver bien sûr dans le livre sur Foucault, et va traverser un peu toute l'œuvre de Deleuze, et Guattari. Alors, chez Foucault, et tel que Deleuze le comprend, le diagramme est une machine abstraite. Et là, nous arrivons quand même à un moment merveilleux, puisque la machine abstraite est un des concepts centraux de Plateau, mais un concept particulièrement compliqué à saisir. Il y a toujours des machines abstraites qui arrivent, qui font des tas de trucs, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, ce qu'elles font. Et au fond, une machine abstraite, c'est un diagramme. Donc on peut différencier un agencement concret, donc des choses ou des éléments qui s'agencent. Par exemple ici, on forme tous ensemble une sorte d'agencement. Pas sûr. Pas sûr. Disons que je forme un agencement avec le micro et avec l'écran, j'espère. Et il y a, donc ça c'est concret, et puis il y a des diagrammes qui eux sont abstraits. Les diagrammes c'est comme des schémas d'agencement qu'on peut exporter à d'autres agencements. On peut très bien appliquer un diagramme à plein d'agencements différents. Et par exemple, nous dit Foucault, à travers la boîte de Deleuze, la prison et le droit pénal, ce sont deux dispositifs ou agencements, on peut dire que c'est la même chose, deux agencements très différents, mais qui sont la différenciation, l'actualisation d'un même diagramme disciplinaire. Et donc on a un diagramme disciplinaire et au fond, on a d'un côté l'énoncé, l'énonçable, le droit pénal, de l'autre côté les corps, le visible, la prison. Et bon, et à vrai dire, on a tous fait l'expérience de ça. Je veux dire, on va à l'école. Bon, on va à l'école. Après, on va à l'armée. Ensuite, on va en prison peut-être. Après, non, pas ici. Après, on reçoit des notes. Et on se dit, au fond, bon, on est passé d'un truc à l'autre, mais c'est un peu pareil tout ça, hein, la prison, l'armée, l'hôpital, c'est un peu pareil. On dit, mais c'est très différent, mais c'est un peu pareil. Et en fait, c'est ça. C'est un même diagramme. À chaque fois, il y a un même diagramme. Hôpital, prison, cimetière. Je me souviens comme ça d'une discussion avec un vieux ouvrier anglais dans l'Ouest, dans le Grand Ouest de Londres. Et sur une place, il me disait voilà ma vie, voilà la vie de l'ouvrier anglais. Vous avez, sur la place, il y avait une école, après il y avait un hôpital, puis il y avait une prison, puis il y avait un cimetière. Voilà, ça c'est la vie de l'ouvrier anglais. En fait, hein, il est toujours dans le même diagramme. Bon. Donc là, ce que dit Foucault. Foucault a une conception statique du diagramme. Un diagramme, c'est une cartographie au fond. C'est la cartographie des dispositifs qui permet de penser, disons, l'unité des dispositifs, l'unité d'époque, le sens d'époque de tous ces dispositifs, ce qu'ils font ensemble. Et comment ils actualisent une même réalité diffuse et qui change, parce que le diagramme ne cesse d'évoluer, bien sûr. Le diagramme napoléonien n'est pas le diagramme du Second Empire, ni le diagramme de la Troisième République, etc. Bon, à chaque fois, le diagramme change. Mais il va toujours s'actualiser dans des agencements. Et bon, et là, ce qui est fondamental, si on veut comprendre pourquoi Deleuze est tellement joyeux, hein, et adore tellement ce concept, c'est parce que ce concept résout un problème crucial, si vous voulez, un problème absolument crucial, qui est celui de l'opposition structuraliste entre signifiant et signifié, ou de l'opposition marxiste entre infrastructure et superstructure. Dans les deux cas, on a une ligne, un élément qui détermine l'autre. Dans le structuralisme, évidemment, c'est la ligne signifiante qui va déterminer le signifié. La langue, ce n'est, dans le structuraliste, que la séquence des signifiants. Le rapport entre les signifiants produit le signifié. Donc là, il y a très clairement une prégnance du signifiant. Et chez les marxistes, évidemment, l'économique, l'infrastructurel va déterminer la superstructure. Idéologie.
Et Deleuze dit, l'avantage du diagramme, c'est qu'on n'a pas besoin d'opposer le signifiant au signifié, ou de dire que l'un est déterminant. Les deux sont au même niveau, hein, ce sont deux régimes de signes. Voilà. Au fond, il y a deux régimes de signes. Il y a l'énonçable, le visible, le signifiant, le signifié, l'idéologie et l'économie. Bon. Et ces deux régimes de signes sont co-déterminés, pro-déterminants, car ce qui les détermine tous les deux, c'est le diagramme. Voilà. Le diagramme, c'est cette réalité diffuse qui va déterminer de la même manière, enfin, différencier de manière très différente, mais déterminer à égalité, si vous voulez, le signifiant, le signifié, l'économique et l'idéologique, et les deux régimes de signes que sont ici, chez Foucault, l'énonçable et le visible. Et ça, c'est ce qui traverse les plateaux, hein, notamment le chapitre sur les régimes de signes. Et donc, avec le diagramme, on sort du structuralisme et on sort du marxisme, littéralement. Quoi. On ne sort jamais du marxisme véritablement, mais en tout cas, on repense à cette tendance du marxisme, qui est pas toujours présente chez Marx, d'ailleurs. Bref. Alors, on me demande d'aller plus vite, c'est fou ça. Qu'est-ce que je vais faire, vous en avez marre ou... Bien. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le diagramme, c'est la machine abstraite. Et donc dans Mythnato, le diagramme s'engraine dans des agencements, parce que qu'est-ce que fait un diagramme? Je reviens au paradoxe deleuzien, hein, le diagramme c'est ce qui décrit, c'est ce qui fait muter, et bien dans Mythnato, le diagramme va s'engrener, hein, comme une roue dentée dans les agencements concrets, et les faire devenir. Le diagramme, au fond, c'est le devenir. C'est ce qui devient. C'est ce qui devient sous l'histoire, à côté de l'histoire. Sous la grande histoire, il y a le devenir et il y a les diagrammes. Et donc, la différence entre Foucault et Deleuze, c'est que pour Deleuze, le diagramme est dynamique. Le diagramme est non seulement cartographie, mais aussi c'est ce qui fait muter déjà. Le diagramme est toujours déjà en train de muter. Et le diagramme, sa complexité, dans la multiplicité de ses points et de ses lignes, permet aussi évidemment toutes sortes de résistances locales. Parce que dans la mesure où le diagramme devient, évidemment, il devient majoritaire, il dresse, mais aussi il devient minoritaire et il libère. Donc c'est dans le diagramme, cette réalité diffuse, que l'on peut évidemment agir et résister et transformer les choses. Et donc il y a des noms communs qui sont des noms de diagrammes. Alors, il y a le diagramme napoléonien, le diagramme Riemann, le diagramme Wagner, des diagrammes de cet ordre. Et puis en musique, par exemple, moderne, le diagramme cosmique, la machine cosmique, qui s'appelle dans le plateau la machine cosmique. Bon, ça se complexifie parce qu'il va ajouter d'autres termes, complexifier l'agencement aussi de Deleuze. Les concepts changent de nature sans arrêt. Le diagramme a un sens dans un texte, un autre dans un texte. Il faut vraiment... Alors, il faut le contexte. Pourquoi ça arrive à ce moment-là dans le texte? Quel sens ça a? Bon, donc, vous comprenez que le diagramme, c'est ce qui fait muter. C'est très important. Ça. Et donc, la ligne que je suis ici, en fait, cette ligne n'est jamais la même ligne. On croit que c'est la même ligne. Mais à chaque fois, elle change de nature, en vérité, vous voyez? Et cette ligne ici n'est pas la même que là, parce qu'il s'est passé tellement de choses entre les deux qu'elle a changé de nature. Elle mute sans cesse. Et alors, le problème, c'est qu'il y a une ligne là, dominante. Bon, je vais revenir là-dessus, puis on pourra lire cela, plutôt jouer cela beaucoup mieux quand on aura d'abord joué le Cage. Donc, on arrive à notre troisième hypothèse. Donc, oublions le Deleuze peut-être un peu schématique, au sens kantien de la logique de la sensation, et essayons de penser un Deleuze qui serait non kantien, qui serait rigoureusement non transcendantal. Pensons à un diagramme absolument abstrait, non pas l'absolu, résolument abstrait, décidément abstrait. Au fond, quittons Kant. Et disons comme hypothèse, donnons-nous une hypothèse sur laquelle le monde serait vraiment contingent. C'est-à-dire, au fond, imaginons, faisons l'hypothèse qu'il ne soit pas possible de diagrammatiser le monde. Le monde serait composé d'agencements non diagrammatiques, diagrammatisables. Il n'y aurait pas de donation, pas de donnabilité. Parce que pour qu'il y ait donnabilité, il faut évidemment des formes, des monogrammes, et chez Deleuze, quand même, il faut des diagrammes.
au sens de Deleuze, au sens où le diagramme malgré tout schématise. Bon. Et essayons de voir ce que ça pourrait donner. Alors c'est compliqué de le dire, donc il faut prendre un exemple. Je vais donc prendre un exemple. Ici, quoi. L'exemple est ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, la ligne s'arrête. Donc là, nous avons ici une extraordinaire digression. Tout s'arrête, on a deux cercles, tout s'arrête, vous voyez. Et c'est comme si cette digression n'en finissait plus, en fait. Cette digression remplaçait l'original. Donc là, nous aurions ici un diagramme. Alors la question est de savoir évidemment si cela est bien un diagramme et de la même manière si le traité de Cardou est également bien un diagramme. Alors il s'agit en vérité d'une partition à nouveau, d'une partition de John Cage qui s'intitule Cartridge Music. Cartridge, c'est la cartouche. La cartouche de la platine du phonographe. Et dans la cartouche du phonographe, on met l'aiguille qui lira le sillon. Donc c'est la musique de la cartouche. Bon, mais la cartouche c'est aussi évidemment ce qu'on met dans un fusil, dans une arme. Il y a la poudre dans la cartouche. À moins qu'on mette la balle dans la cartouche, on va dire. La cartouche peut être cet habitacle dans laquelle on mettrait la balle. Hein. Et par synecdoque, on appelle la cartouche aussi la balle, alors qu'à l'origine, la cartouche, c'est ce dans quoi la balle est placée. Et donc, on peut mettre n'importe quoi dans une cartouche. Donc là, il s'agit véritablement d'utiliser ce lieu, cet habitacle qu'est la cartouche, et d'y mettre toutes sortes d'objets. Des objets dont Cage ne dit rien. C'est-à-dire Cage écrit une partition dont il ignore, dont il ne veut pas savoir le résultat sonore, l'effectuation sonore. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de savoir, ça l'intéresse de découvrir, d'être surpris peut-être par ce qu'il entendra. Alors, donc là, il s'agira d'abord d'exfolier la partition. Puisque la partition, c'est l'ensemble de ces calques, l'ensemble de ces couches. Donc on va exfolier la partition pour essayer de la comprendre et voir s'il y a là ou non un diagramme. Alors, d'abord, on va commencer par enlever le fond. Enlevons le fond. Un premier fond. Premier fond, c'est-à-dire ces contours, ces formes, ces monogrammes au sens strict du terme. Enlevons un deuxième fond, d'autres formes, d'autres monogrammes. Bon. Une fois qu'on a enlevé le fond, il reste tout ce qui vient s'ajouter au fond et qui doit rendre la partition déchiffrable. Tout ça doit permettre de jouer la partition, car la partition est autre chose que la coïncidence entre le fond, donc les monogrammes ici présents, et ce qui coïncide avec eux, et qui, eux, sont inchangés. Donc, nous avons ce qui varie, c'est-à-dire le fond est variant. Vous pouvez produire en fait n'importe quel fond, vous pouvez dessiner n'importe quel contour, faire n'importe quel dessin sur ce fond, mais ce qui reste invariant, c'est cela. Et cela, c'est à la fois ce qui coïncide avec le fond, donc ce qui dessine quelque chose avec le fond, un diagramme peut-être, et en même temps ce qui permet de jouer le fond. Il s'agit de jouer le monogramme. Et à vrai dire, c'est encore un peu plus complexe. Alors, d'abord, nous avons des montres, des horloges. Donc ces horloges vont déterminer les durées au cours desquelles nous pourrons jouer.
Elle détermine donc une contrainte temporelle. Il y a ensuite des points et des cercles. Des cercles d'abord, des points ensuite, qui vont coïncider avec le fond d'un côté et avec la ligne de l'autre. Oui, donc on n'a pas simplement un fond et une forme, on a toute une série de formes ou toute une série de fonds, si vous voulez. On ne sort jamais du fond, on ne sort jamais de la forme. Puisque les formes ont des sens différents, des fonctions différentes. Les points et les cercles servent en quelque sorte d'interface, de couche intermédiaire entre le fond et la ligne. Et à tout cela, se surajoutent les horloges qui vont déterminer les durées. Alors la ligne, la voilà. Ça, c'est la ligne. Et c'est elle qu'il faut suivre. Donc jouer cette pièce de musique va consister tout simplement à suivre la ligne depuis le cercle ici présent jusqu'à son extrémité ici présente. Évidemment, en parcourant toutes les boucles qu'elle fait avec elle-même. C'est une ligne qui se boucle sur elle-même. Et quand elle se boucle, elle se transforme. Donc déjà, en elle-même, si vous voulez, cette ligne a tendance à diagrammatiser. Vous voyez, le monogramme fixe ou flotte, vous voyez, fige ou flotte, le diagramme, lui, est dynamique. Le diagramme suppose qu'on le trace, qu'on le suive, qu'on le joue. Et quand on le trace, qu'on le suit, qu'on le joue, eh bien, ça change sans cesse. Voilà. Je sais pas, vous avez peut-être lu le livre de Tim Ingold, là, qui est devenu une sorte de best-seller en école d'art depuis quelques mois, une brève histoire des lignes. Bon, et en fait, l'hypothèse centrale du livre est une hypothèse toute deleuzienne. Hein. C'est l'opposition de Deleuze entre les systèmes ponctuels et les systèmes linéaires du plateau, tout simplement. Hein. Soit la ligne n'est qu'un ensemble de points, la ligne consiste à relier des points, soit on parcourt la ligne, on la trace, et en quel cas, elle n'est pas du tout la même que si elle relie des points, bien sûr, puisque en parcourant la ligne, eh bien, on la crée, on la produit en la parcourant. On l'invente à chaque fois. Elle n'est donc pas ce qui relie deux points, elle est un parcours qui doit sans cesse se réinventer et se tracer. Au fond, de ce point de vue-là, Tim Ingold ne fait que déployer de manière très subtile, hein, très réussie, très complexe, une hypothèse qu'on trouve dans les plateaux. Alors, donc cette ligne déjà diagrammatise. Donc, je dois commencer. Je dois commencer par placer le cercle. Le cercle est là sur un point. Par exemple, celui-là. Voilà. La contrainte est de placer un point dans le cercle. Ensuite, je place les autres cercles. Alors, je ne sais pas comment faire ça en fait. Je dois d'abord placer cela. Donc je peux choisir de placer le cercle de départ dans une forme ou à l'extérieur d'une forme. Ensuite, l'idée est de placer un cercle autour d'un point présent dans une forme. Et finalement, de disposer au hasard les horloges sur l'ensemble des couches. Donc, que se passe-t-il quand on suit la ligne? Eh bien, bon, le problème, hein, et l'intérêt de cette partition est qu'elle est accompagnée d'un mode d'emploi, bien sûr. Et donc, hein, tout ce qui va arriver à la ligne va déterminer un événement sonore particulier. Donc quand la ligne, par exemple,
je ne connais pas, donc pas par cœur. Quand la ligne intersecte une forme, qu'est-ce qui se passe quand même? En fait, ce qui importe, c'est quand la ligne intersecte des points et des cercles. Et donc, quand la ligne intersecte des points dans une forme, il faut produire un son avec l'objet dans la cartouche. Donc, si on met par exemple, si on met dans la cartouche une aiguille, une craie ou un bout d'éponge, eh bien, il va falloir manipuler cet objet. Et donc, évidemment, cet objet est amplifié, il va produire un certain nombre de bruits. Quand la ligne va toucher un point à l'extérieur d'une forme, il faut faire sonner un objet qui est relié à la cartouche, mais qui est amplifié par ailleurs. Donc on a la cartouche et les objets amplifiés. Quand la ligne touche un cercle dans une forme, on va modifier le contrôle de l'amplitude. Quand elle touche un cercle à l'extérieur d'une forme, on va modifier le potentiomètre. On va agir donc sur le signal de manière différente. Ensuite, il y a des loops, des boucles qui se produisent quand la ligne va toucher un point ou un cercle dans les sections où elle fait une boucle. Vous voyez, donc, par exemple, là. Et quand un cercle est traversé par la ligne et par la bordure d'une forme, à ce moment-là, on change l'objet dans la cartouche. Bref, il y a toutes sortes d'opérations assez précises à faire qui correspondent évidemment à la manière dont la ligne traverse, entre en contact avec les formes, les points et les cercles. Et la durée est déterminée, évidemment, par l'intersection entre la ligne et l'horloge. Donc, par exemple, la première horloge ici indique qu'il se passe quelque chose dans la minute en question entre 5 et 12. Donc les sons produits vont être produits dans cette minute entre la 5e et la 12e seconde. Hein, à peu près pareil entre 5 et 10 pour l'autre minute. Entre 42 et 48 pour celle-là. Et enfin celle-là, elle s'arrête au milieu d'une horloge. Donc voilà comment c'est joué. Alors, il y a un interprète qui a proposé un logiciel, qui a conçu un logiciel qui permet justement, en fonction de la ligne, de produire une partition interprétable directement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça s'appelle Realizing Cartridge Music. Donc voilà une disposition donc des calques les uns sur les autres, et voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois, tout ce qu'il faut faire, hein, les timbres, les boucles. Donc là, la disposition, évidemment, est assez simple du fait du fond qui est assez simple. Et un exemple d'interprétation donc de cartridge music.
change l'objet dans la cartouche. Ce qui intéresse Cage, c'est uniquement la cartouche, donc il n'y a pas besoin de phonographe en fait. Il ne garde que l'élément amplifié. Donc voilà, vous pouvez regarder ça sur internet, il suffit de taper cartridge musique. Il y a toutes sortes de versions différentes qui se ressemblent toutes plus ou moins quand même. Il faut bien le dire. Elles se ressemblent beaucoup plus que les interprétations du traité se ressemblent elles-mêmes. Alors, un exemple, une partition que Cage n'aimait pas trop, une des plus célèbres partitions graphiques de l'histoire, composée par Earl Brown, qui s'appelle Décembre 1952. Et alors, le problème pour Cage est que cette partition, au fond, reconduit la spatialité de la partition. Alors, certes, il n'y a pas de portée, certes, il n'y a pas évidemment de clé, certes, il n'y a pas d'indication paramétrique, il n'empêche que on a, disons, une organisation orthogonale de la page, entre un haut et un bas, une gauche et une droite. Un peu comme dans le traité de Cardew. Et il y a un mode d'emploi qui indique comment on peut décoder cette partition. Vous voyez que la partition de Cage, elle est une partition absolument non orthogonale. On peut disposer les calques absolument n'importe comment. On peut les mettre de toutes les manières possibles. On peut les tourner dans toutes les directions possibles. Et ce qui indique, si vous voulez, la seule chose qui indique le sens de lecture, c'est la ligne, qui est une ligne elle-même très contournée. Et alors, en quoi est-ce qu'elle est diagrammatique, cette ligne, précisément? Eh bien, parce qu'elle va traverser des zones extrêmement variées, elle va se mettre en boucle sur elle-même. Donc, sa temporalité va être une temporalité, si vous voulez, variable. C'est-à-dire qu'elle va emporter avec elle des coordonnées temporelles qui vont changer au fur et à mesure qu'elle va se déployer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas organisée selon une temporalité préalable et établie une fois pour toutes. Donc son espace et son temps, elle les emporte avec elle et ils vont se modifier avec elle. C'est comme ça que je pense, idéalement, il faudrait jouer cette partition de Cage. Et c'est le sens des petites horloges, en fait. À chaque fois, dans une once de temps qui reste à déterminer, on va devoir jouer ces quelques secondes de musique, ces quelques secondes de son. Mais, vous voyez, on peut déterminer l'échelle à notre guise. On peut se dire que ces secondes, on va les jouer dans un intervalle de 1, 10, 100 minutes. 10, 100, 40 secondes. Mais ça n'a pas vraiment d'importance de ce point de vue-là. Et en même temps, en plus, le tempo donc, auquel on va interpréter ces sons est libre. On peut les faire très vite, on peut les faire très lentement. Donc, et il faut inventer une rythmicité qui à chaque fois va se modifier. Et elle va se modifier en fonction évidemment des cercles, des points et des lignes que la ligne aura traversées. Donc on est assez proche dans cette partition de ce que, effectivement, Deleuze et Guattari appellent un bloc. Un bloc. Un bloc, c'est-à-dire un bloc est quelque chose qui emporte avec lui ses coordonnées spatio-temporelles et il va les modifier en cours du temps. Donc c'est pour ça que Deleuze dit souvent on a des degrés de vitesse et de lenteur, des coordonnées de vitesse et de lenteur qui vont se modifier à chaque fois en fonction du devenir du bloc. Bon. Et c'est un peu ça. Cette ligne est assez précisément une ligne sur laquelle file et devient un bloc. Un bloc, c'est-à-dire à chaque fois plusieurs choses. Un bloc est un agencement en devenir, si vous voulez. Et le diagramme, c'est tout simplement la cartographie de ce devenir.
la cartographie, qu'il faut jouer de ce devenir. Et c'est là qu'on peut faire, si vous voulez, la dernière hypothèse, le dernier saut, et j'arrêterai là-dessus, le tout dernier saut qui va consister tout simplement à se débarrasser de la partition. En fait, et c'est là l'intérêt du traité de Cardew, si vous voulez. Le traité de Cardew n'est pas destiné à être une partition. En fait, ce n'est pas une partition. C'est ce que Cardew appelle une manière de discipliner l'intuition. Non, discipliner l'improvisation. Je dis, moi, discipliner l'intuition. Mais au fond, il s'agit de discipliner l'improvisation. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas suivre vraiment la ligne qui est tracée dans ce traité. Il faut s'en servir comme du support qui va permettre justement de sans cesse transformer l'improvisation. Donc en ce sens, je pense que peut-être plus profondément, en dehors de son caractère orthogonal, cette partition est plus profondément diagrammatique que Cartridge Music, puisque elle est la condition qui va faire qu'on va sans cesse transformer l'improvisation, faire autre chose, jouer différemment, se rapporter les uns aux autres différemment. C'est pour ça qu'elle est un peu la Bible de l'improvisation libre, en ce sens. Et c'est pour ça qu'elle est diagrammatique, parce qu'en fait, au fond, ce qu'elle dit, cette partition, c'est que le diagramme, il doit se réaliser dans l'improvisation, qu'il n'est pas présent sur la partition, que la partition n'est que le support d'un diagramme qui lui est extérieur et étranger, car le diagramme, c'est ce que nous faisons en jouant. Et la condition, la discipline nécessaire à l'exercice réel, concret, effectif du diagramme. Et l'improvisation libre, une belle improvisation libre, c'est un diagramme en acte. Et c'est un diagramme, justement, qui ne part de rien. Car le principe de l'improvisation libre, si vous voulez, c'est que il n'y a aucune différence entre le jeu et l'exécution. Il n'y a aucune différence entre la production et l'exécution. La musique est produite en même temps qu'elle est exécutée. Il n'y a pas de production préalable de la musique. Et ce que dit cette partition, c'est qu'il faut produire la musique quand on l'exécute, et pas avant. Donc il n'y a aucun plan préalable. Ce qui veut dire que toute partition, toute application vraiment libre est forcément rétroactive. C'est-à-dire qu'elle doit déterminer un premier point, qui lui est absolument arbitraire. Et elle doit, à partir de ce premier point, s'organiser de manière à se renouveler sans cesse, mais en développant, repartant de ce premier point. C'est pour ça que le premier son est si important. Et ça, Joël Léandre, très brillant contrebassiste de musique écrite et improvisée, l'a dit souvent. On fait un premier son, et en fait, c'est le seul élément qu'on a en commun. Les prédateurs ont en commun le premier son. C'est la seule chose qu'ils ont en commun. Et ils ne peuvent, évidemment, avoir en commun ce premier son que s'ils se sont libérés, évidemment, de tous les autres sons qui sont dans leur tête. Et c'est à ça que cette partition, normalement, sert, à se libérer de tous les autres sons. Et il y a là quelque chose qui est assez profond, qui est peut-être pas tellement deleuzien, c'est l'idée que, au fond, on va laisser le soin à des procédures, à des opérations impersonnelles de produire la partition ou, ici, les conditions d'improvisation. L'artiste ne fera rien que déléguer l'acte de création à des séries d'opérations, à des suites de procédures. Et là, ces suites de procédures, ce sont les couches qu'on va exfolier de la partition. C'est toutes ces couches ensemble, qui les unes sur les autres, ensemble, dont la coïncidence est absolument imprévisible. On ne peut pas prévoir la coïncidence de ces calques. C'est tout ça qui va produire la partition. Donc il y a une dimension ici profondément asubjective et en un sens peut-être assez peu deleuzien, je crois. Bien que, évidemment, le but soit de produire en acte le diagramme. Et la question du brouillage ici importe peu. Donc l'éthique est plutôt une éthique de la libération plutôt qu'une éthique de la sobriété. Mais bon, c'est un point délicat, à vrai dire.
Eh bien, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Alors, je ne sais pas exactement comment faire. Ah, c'est très beau, ça. Je sais pas si vous avez vu, c'est étonnant, ça, hein. Donc, on est arrivé à la fin de la partition. Et je ne sais pas exactement comment faire pour jouer ça. Mais, à vrai dire, c'est comme un nœud. Oui, sur la question, peut-être. Il y a deux questions. Donc, nous sommes là, effectivement. Et voilà, il est temps maintenant de laisser la parole. Merci.